Avant d'entamer mon propos, j'aimerais d'abord remercier la DRAC Centre Val-de-Loire de son aimable invitation, et notamment Madame Jourdeuil. Alors, je vais vous présenter une rapide communication sur les voûtes sexpartites dans l'architecture du XIIIe siècle. XIIIe siècle, précisons d'emblée que j'appuierai plutôt mon propos, je prendrai comme fourchette chronologique plutôt les époques dites classiques et rayonnantes, c'est-à-dire les périodisations des historiens de l'art et non pas celles qui prennent les millésimes centenaires. Alors, cette communication pourrait surprendre, tant les voûtes sexpartites ont été considérées dans la théorie de l'histoire de l'architecture comme des éléments étrangers au XIIIe siècle, voire à cette période comme des éléments archaïques. Ces éléments archaïques ont été systématiquement, et pour chaque occurrence rencontrée dans la littérature, relégués à l'idée que ces structures étaient, à l'endroit où elles se trouvaient, passéistes. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser peut-être ce que l'on appelle une voûte sexpartite. Vous en avez un exemple dans la nef de la cathédrale de Laon, ici à gauche. Dans mon propos, je considérais des voûtes qui couvrent deux travées de forme quadrangulaire, qu'elles soient carrées ou rectangulaires. Ces questions de domination des voûtes sexpartites, des couvrements sexpartites, se retrouvent notamment assez régulièrement dans les enquêtes thématiques de l'inventaire. Donc, je limite mon propos uniquement à ce type de vaisseau. Alors, ces voûtes sexpartites ont été considérées comme l'apanage, même comme la signature du premier art gothique, avec un ensemble de caractéristiques, comme une élévation à 4 niveaux, l'usage de bagues ou l'usage de colonnes monolithes, dites parfois improprement endélies. Ces éléments sont donc attribués à une période qui démarrait vers 1130-1140 pour s'achever avec l'érection des grandes cathédrales de Chartres et de Soissons. Soissons commençait certainement vers 1193, comme l'a démontré Dany Sandron, et la cathédrale de Chartres commençait également à peu près à la même période, vers 1194 par la nef, ainsi qu'il est attesté depuis bien longtemps. Alors, après 1194, il existerait un modèle d'élévation dont Chartres est le parangon, à 3 niveaux d'élévation, avec couvert de voûtes quadripartites sur plan Barlon, et dans lesquelles le délit tendrait à disparaître. Ce modèle, on peut dire binaire, dans l'architecture gothique des XIIe et XIIIe siècles, était déjà élaboré dans la théorie de Viollet-le-Duc, ainsi qu'elle peut se dessiner au fil des pages de son dictionnaire raisonné de l'architecture. Les voûtes sexpartites, la voûte chez Viollet-le-Duc est un élément absolument essentiel, car il considère qu'un édifice totalement optimisé, totalement fonctionnel, est pensé à décharge, c'est-à-dire du haut vers le bas. Et de ce fait, la voûte sexpartite entraîne, par le fait qu'elle couvre une travée double, entraîne des différences dans les supports. Un support sur 2, 5 arcs retombent sur les chapiteaux, tandis que dans le support intermédiaire, 3 seulement, y parviennent. Et de part en part, cette différence se répercute jusqu'au niveau de la base des piliers. Alors, cette vision des choses s'est également imposée comme un fait acquis dans l'histoire de l'architecture. Viollet-le-Duc également formule l'idée que ces voûtes sexpartites ont disparu vers 1230 parce que bombées, elles amènent le constructeur à surélever de manière totalement démesurée les murs gouttereaux. L'idée de la disparition de la voûte sexpartite, c'est peu à peu imposé d'ailleurs au fil des différentes histoires de l'architecture qui ont été rédigées. Les dates varient. Parfois c'est 1200, parfois c'est un peu après, et les raisons également. Si on a pu avancer la question de la surélévation des murs gouttereaux, on a aussi sollicité des raisons purement mécaniques. Ces voûtes solliciteraient plus la structure, des raisons économiques.
les ogives couvrant d'autres travées, eh bien, il faut qu'elles soient construites à l'aide de cintres qui sont plus longs, qui sont plus dispendieux et qui sont plus difficiles à construire. Par ailleurs, la clé de voûte possède 6 branches, si bien qu'elle est beaucoup plus difficile à expliciter et à tailler qu'une voûte quadripartite. Par ailleurs, bien, ces voûtes limitent le systématisme et la standardisation. Toutes ces raisons donc, ont été avancées pour expliquer cette disparition. En 2013, j'ai soutenu une thèse de doctorat consacrée à l'évolution technique et stylistique de la voûte d'ogive en Picardie. Et donc, cette question de la disparition des voûtes sexpartites en plein milieu de ma fourchette chronologique m'a amené naturellement à me poser la question de cette disparition et de ses raisons. Pour ce faire, j'ai établi un corpus d'édifices pourvu de voûtes sexpartites. Et en le réalisant, eh bien, j'ai eu quelques surprises sur eh bien, pas la légitimité ni la véracité, mais en tout cas sur la véracité de la théorie admise. Alors, ce corpus que j'ai établi est à la fois large et très fautif et très imprécis, et donc il me faut vous préciser la manière avec laquelle je l'ai réalisé. J'ai dépouillé l'ensemble des clichés qui ont été conservés par le service des monuments historiques depuis son existence, et ce, dans toutes les régions de France. Ça donc m'a amené à dépouiller environ 300 000 clichés. De ces 300 000 clichés, j'ai réussi à tirer une liste d'édifices, et ensuite j'ai essayé de documenter chacun de ces édifices. Très sommairement, vous l'imaginez bien, je n'ai pas pu réaliser une critique d'authenticité de chacun de ces éléments. Je n'ai pas pu non plus tous les visiter, tant ils sont dispersés. Et par ailleurs, malheureusement, ils sont loin d'être tous étudiés. Donc, je ne prétends pas que, d'une part, le corpus que je vous présente aujourd'hui est clos, bien sûr, et je ne prétends pas non plus qu'il ne soit pas dépourvu d'erreurs. Ça, c'est la méthode, eh bien, malheureusement, induit ce genre de risque, et il faut en avoir conscience et rester prudent dans, dans les conclusions que cela amène à poser. Alors, j'ai repris mon dépouillement pour cette communication, et grâce au progrès d'Internet, je suis passé de 137 édifices inventoriés pour ma thèse en 2013 à 156 aujourd'hui. Donc, il y a certainement moyen d'améliorer encore ce résultat. Je prendrai juste un exemple qui peut donner un peu l'idée de la couverture qu'on a peut-être atteint avec ces 156 édifices. L'Oise a bénéficié d'études exhaustives de plusieurs chercheurs, notamment de Dominique Vermand, qui a visité et photographié absolument chaque édifice du département. Alors, par la méthode que j'avais utilisée, j'avais réussi à trouver 14 des 17 exemples qu'il avait lui-même inventoriés. Donc, vous voyez, ça représente dans ce département une couverture d'environ 80%. Mais enfin, on n'est pas exempt d'avoir des surprises. Alors, évidemment, cette collecte et cette collecte dépend beaucoup de l'importance des travaux qui ont été réalisés dans différentes régions, de l'habitude ou non de réaliser des clichés photographiques. Donc, il dépend énormément de critères qui ne sont pas de nature historique. Et donc, il faut avoir conscience eh bien, que cette méthode engendre un certain nombre de biais. Ensuite, et enfin, les historiens de cette salle seront certainement choqués de voir que pour le XIIIe siècle, je me suis focalisé sur une carte administrative qui ne correspond en rien avec la réalité de la France des époques gothiques et rayonnantes. Et je dirais c'est volontaire d'avoir pris cette carte qui correspond eh bien, aux réalités administratives et donc en même temps aux méthodes de collecte d'aujourd'hui. Sachant que les frontières tracées sur la carte n'ont aucun sens, eh bien, elles ne risquent pas d'interférer avec les interprétations historiques qu'on pourrait en tirer. Si j'avais décidé de prendre eh bien, des cartes de diocèse ou des cartes de seigneurie, si tant est qu'on puisse véritablement les tracer, et surtout qu'elles soient stables tout au long du XIIIe siècle, eh bien, on aurait certainement risqué un raisonnement du type circulaire et de supposer ce qu'on aurait voulu démontrer.
Passons désormais, vous avez la carte sous les yeux, dans son état de 2013. Les autres cartes sont actualisées. J'ai ajouté les quelques exemples retrouvés récemment. Ça ne change pas de manière stricte ou de manière très importante ce que vous avez à l'écran. Alors, d'abord, vous le voyez de manière évidente, il y a des disparités géographiques majeures dans ce corpus. Et tout d'abord, une surreprésentation extrêmement forte de l'Île-de-France, de la Champagne, de la Bourgogne, au sens administratif du terme. C'est-à-dire que je veux surtout éviter toute discussion sur l'appartenance ou non de la Champagne au royaume capétien et son changement de statut au cours des XIIe et XIIIe siècles. Donc, entendons-nous bien, c'est au sens administratif du terme. Alors, et par ailleurs, il y a des territoires qui en sont intégralement dépourvus. L'Île-de-France est de loin la plus représentée, avec 40 occurrences, qui représentent à peu près 25% du corpus. Vient ensuite la Picardie, avec 22 occurrences, soit 15%. La Bourgogne, avec 16, soit 10%. La Champagne, avec 14, soit 9%. Et en deuxième position, mais que j'ai mis volontairement à part, la Normandie, avec 33 occurrences, soit 21%. Ces 4 régions à elles seules couvrent 80% du corpus. Et donc, vous voyez, il y a un fort tropisme local, et j'insiste sur local, je ne veux pas dire diocésain non plus, pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Si on affine un petit peu cette répartition, on se rend compte que, en fait, les départements, les régions actuelles sont couverts de manière très hétérogène. En fait, c'est surtout Paris qui semble fonctionner comme un centre d'attraction. Ainsi, les départements où on trouve le plus grand nombre de voûtes sexpartites, eh bien, c'est la Seine-et-Marne, c'est l'Oise, c'est la Bourgogne du Nord. Par contre, la Somme en est dépourvue, l'Aisne en est dépourvue, l'Aisne en a pas dépourvue, avec que 5 exemples. Et ce constat pourrait être aussi posé pour la Champagne administrative. C'est la Haute-Marne et la Marne qui en comptent le plus d'occurrences. Quant à la Normandie, alors c'est un cas très particulier, très richement fourni. Vous voyez que c'est la Basse-Normandie qui occupe quasiment tous les exemples recensés, et plus particulièrement la région de Caen. La région de Caen, où l'on trouve les 2 plus vieux exemples de voûtes sexpartites attestés en France, qui sont Saint-Étienne et la Trinité. Maintenant, essayons de voir un petit peu comment sont disposés ces différents édifices en fonction de leur date de construction. Si on s'intéresse aux premières voûtes d'ogives sexpartites, qui apparaissent certainement dans le premier quart du XIIe siècle, c'est du moins ce que laissent entendre les études qui ont été réalisées sur les grandes abbayes cannaises. Eh bien, on trouve à peine 12 occurrences, dont 10 sont situées en Normandie et 9 à proximité immédiate de Caen. Ce qui, donc, vient certainement soutenir l'idée qu'il s'agit là d'un foyer. Entre 1160 et 1200, ce qui correspond à ce qu'on pourrait appeler vulgairement la seconde génération du premier art gothique, eh bien, on trouve 41 exemples. 41 exemples, dont 27 sont situés dans le domaine royal. Domaine royal au sens, une nouvelle fois, des historiens de l'art. Je ne me pencherai pas sur l'agrandissement de celui-ci sous le règne de Louis VII, ni de Philippe Auguste. Mais les historiens de l'art ont l'habitude d'appeler cette vaste zone qui va de Amiens à Orléans le domaine royal, si on peut dire. 6 sont encore normands et 4 sont bourguignons. Dans la phase qu'on qualifiera de gothique classique, alors on constate une véritable explosion du nombre d'exemples, c'est-à-dire 71. 71. À l'époque où précisément la voûte sexpartite est censée disparaître. Et ça, c'est un élément qui est essentiel, et notamment pour l'étude de la cathédrale de Bourges. J'ai oublié de le souligner, mais j'y reviens. Autant toutes les monographies récentes soulignent l'extraordinaire partie architecturale et son extrême ambition de la cathédrale de Bourges, autant elles s'interrogent toutes sur les raisons d'un maintien d'un voûtement considéré comme archaïque.
Eh bien, le simple comptage permet de montrer que, en réalité, durant cette période 1200-1235, on trouve, c'est durant cette période qu'on trouve le plus grand nombre d'exemples. Ce succès ne se dément pas avec l'époque rayonnante. Par contre, le nombre d'édifices recensés se disperse dans l'espace et on en trouve 31. Et je le souligne d'ores et déjà, l'ensemble des éléments recensés sont tous très prestigieux. Il s'agit de cathédrales, d'édifices pontificaux, de primatiales, bref, ou d'édifices appartenant à des grands ordres nouveaux, je pense à des ordres mendiants. Bref, rien à voir avec ce qui serait en première hypothèse qu'on pourrait appeler de l'archaïsme. Et puis, le gothique flamboyant ne s'est pas désintéressé de la voûte sexpartite. On en retrouve encore 12 occurrences durant cette période, dont de nombreuses cathédrales. Alors, on peut arriver à la conclusion partielle suivante, c'est que d'abord, la voûte sexpartite est un type rare et qu'il a toujours été. Pour faire ces statistiques monumentales, je prends pour exemple un dépouillement assez systématique de l'historien de l'architecture australien John James, qui a dépouillé 1740, enfin qui a visité 1740 édifices construits entre 1100 et 1250 dans le domaine royal, au sens où on l'a défini. Eh bien, dans ce domaine, on trouve 40 édifices à voûte sexpartite, donc soit environ 4%, toute époque confondue. C'est donc un type, vous voyez, qui a toujours été rare et donc qui doit interroger. Et deuxième conclusion de manière qui est évidente, c'est que ce type ne disparaît pas avec le premier art gothique. Loin de là, bien au contraire. Alors, fort de cela, on peut s'interroger sur les questions, les raisons qui ont pu amener, qui ont pu sous-tendre cette impression. Alors, j'en ai listé plusieurs. D'abord, c'est la théorie du voûtement sexpartite qui est, on va dire, consubstantielle du premier art gothique s'appuie sur parfois des exemples mal restitués. C'est le cas de la cathédrale de Noyon, qui a été longtemps considérée comme un édifice conçu à voûte sexpartite parce que ses supports alternaient. Or, les études archéologiques depuis maintenant une vingtaine d'années ont confirmé des hypothèses qui avaient été émises à la fin des années 70 et qui montrent qu'en réalité, le voûtement quadripartite de la nef date de la fin du XIIe siècle, alors que longtemps, on a supposé qu'il avait été réalisé au XIVe siècle, après un incendie dévastateur qui aurait réduit presque l'édifice en cendres en 1293. En réalité, les enduits conservés sur les voûtins montrent très clairement, par une étude stratigraphique assez subtile, que non, il s'agit bien du voûtement de la fin du XIIe siècle. Cela repose donc sur des a priori qui convient d'interroger, notamment le fait que l'alternance des supports impose nécessairement un couvrement sexpartite, et quand il n'a pas été réalisé, c'est qu'il a été contrarié. Alors, il ne faut pas oublier que les supports alternants ont une histoire beaucoup plus longue que celle de la voûte sexpartite, et on trouve de nombreux exemples, notamment au XIIe siècle, mais avant également, de supports alternants sans que cela n'induise véritablement une voûte sexpartite. Par ailleurs, les architectes du premier art gothique ont réussi très subtilement à pouvoir dissocier voûtement et support en jouant, par exemple, sur la retombée des formerets, les faisant s'arrêter à hauteur des chapiteaux hauts ou au contraire en continuant les lignes jusqu'au pilier. Donc, on ne peut pas, à partir de la nature des supports, certainement, supposer le couvrement qui avait été imaginé. Cette impression, la théorie initiale, repose également sur quelques édifices qui sont mal datés. Alors notamment, c'est le cas de la nef de Notre-Dame de Paris, dont le voûtement sexpartite a souvent été attribué à la fin du XIIe siècle, début XIIIe pour les parties occidentales, et considéré comme construit dans la suite de la logique du chantier du chœur. Or, les études que nous avons pu réaliser à la cathédrale ont montré que le voûtement qui couvrait actuellement la nef n'était pas celui qui était prévu à l'origine.
Donc nous ne savons pas quel était le voûtement qui avait été conçu initialement. Toujours est-il que celui qui se tient aujourd'hui sur la nef a été réalisé entre certainement 1215 et 1230, et il ne correspond pas véritablement aux élévations. C'est-à-dire que c'est un choix délibéré des années 1215-1230 que de réaliser ce genre de voûte. Nous pourrons également rajouter dans cette catégorie la cathédrale de Beauvais, qui, vous le voyez, est couverte de voûtes sexpartites qui longtemps été attribuées au XIVe siècle et considérées comme un mauvais expédient à une réparation d'un édifice ayant subi les affres d'une grande tempête en 1284. La multiplication des études archéométriques, et notamment nous ont permis à Maxime Lhéritier, qui est ici présent, à Jean-Lucien Guénoun et à moi-même, de montrer qu'en réalité, ce voûtement sexpartite était, de manière quasi certaine, antérieur au XIVe siècle et ne relevait pas d'un repentir. Et ça change beaucoup de choses parce que la cathédrale de Beauvais, vous voyez, c'est la plus haute de France. Donc on aurait du mal à dire qu'elle a un parti totalement archaïque. Bon. Alors, j'espère... deux autres raisons peuvent être évoquées, je le dis très rapidement. D'abord, le fait qu'il y ait un lien évident entre voûte sexpartite et support, c'est quelque chose de très séduisant, ça donne une logique à l'architecture. Le fait qu'on recherche l'économie et la standardisation, c'est en première hypothèse quelque chose également assez satisfaisant. Et donc, quand on trouve une théorie aussi séduisante que celle qui fait correspondre voûtement et support et qui justifie la disparition pour des raisons économiques, pourquoi en changer ? Pourquoi en changer ? Parce que malheureusement, l'histoire ne correspond pas toujours aux cases dans lesquelles on aimerait la faire tenir. Dernier élément qui me semble aussi important, généralement les auteurs qui s'intéressent à la voûte sexpartite se focalisent sur les exemples d'Île-de-France. Et la plupart des théories qu'ils développent, en réalité, restent relativement exactes si le corpus se limitait à la seule Île-de-France. Or, évidemment, ce n'est pas le cas. Alors, en dernière partie, et très rapidement, après avoir insisté sur le fait qu'il existait bien un sujet concernant les voûtes sexpartites au XIIIe siècle, j'aimerais... ce sera difficile de trouver des caractéristiques générales à une centaine d'édifices de tailles extrêmement différentes, construits dans des régions les plus diverses. Mais j'aimerais simplement mettre en lumière quelques-unes de ces caractéristiques, les plus évidentes. D'abord, il y a tout un groupe d'édifices dont on pourrait qualifier que ce voûtement correspond à une tradition. C'est-à-dire, c'est le cas par exemple dans les édifices où depuis le début du XIIe siècle, enfin dans les régions où depuis le XIIe siècle et depuis le milieu, on construit des voûtes sexpartites, notamment en Normandie et l'Île-de-France, où dans de nombreux petits édifices, on trouve dans les parties orientales des voûtes sexpartites dont la modénature et le décor s'adaptent à la période de construction, mais qui gardent dans leur disposition la partie tout à fait traditionnelle. Vous voyez par exemple l'église de Queyron, du milieu du XIIe siècle, celle de Formigny du tournant du XIIe, XIIIe, et puis celle un peu plus tardive de Picoville, où le parti architectural reste le même, mais vous voyez, systématiquement, c'est la modénature qui évolue. Respect à la tradition qu'on trouve également dans quelques édifices du XIIIe siècle qui, à dessein, reprennent des lignes du premier art gothique. C'est le cas, par exemple, de la grande abbatiale de Mouzon, qui a été construite certainement après 1212 et dont Dieter Kimpel supposait que le fait qu'elle reprenne un parti ressemblant beaucoup à celui de la cathédrale de Laon était une manière qu'avait trouvé la primatiale, Reims, de bien remettre à sa place sa suffragante Laon qui, à cette époque, avait peut-être des ambitions démesurées, en gros en la comparant à une simple collégiale excentrée. Alors, deuxième caractéristique essentielle, cette fois-ci, on va dire de nature stylistique. Durant cette période, le XIIIe siècle, époque gothique, époque rayonnante, les différences d'effets architecturaux générés par les voûtes quadripartites et les voûtes sexpartites, ça me nuise. D'abord parce que les voûtes sexpartites, généralement, sont moins bombées. Et donc, elles ont tendance moins fortement à cantonner l'espace et à créer un effet de centralité, comme c'était le cas précédemment. Également parce que dans les grands édifices qui sont de plus en plus hauts, la voûte tend à disparaître, à s'éloigner de l'écriture architecturale. Par ailleurs, on constate, vous voyez Notre-Dame de Dijon, que les alternances marquées dans l'élévation et en rapport avec la voûte sexpartite.
soulignons quand même que dans 90% des cas, il y a une forme d'alternance qui est associée à la voûte sexpartite. Eh bien, néanmoins, dans l'écriture architecturale, vous voyez que ici, la rythmique créée par une colonnette montant depuis les colonnes alternant avec les supports forts, il y en a 3, eh bien, dans l'économie même de l'édifice, eh bien, tend à être de plus en plus discret. Et dans les faits, si on prend la forme des claveaux, les différentes dimensions, on veut dire qu'il n'y a pas une véritable signature de la voûte sexpartite durant cette période vis-à-vis de la voûte quadripartite. Les différences sont relativement en fait ténues. Même mode des natures, même décor des clés de voûte, présence de tas de charges, enfin bon, toutes les caractéristiques sont relativement proches, si ce n'est l'appareillage des voûtins mineurs. Troisième élément absolument essentiel, eh bien, le fait d'utiliser un type de voûtement comme celui-ci est certainement très signifiant. Alors, ce qui amène à supposer cela, eh bien, c'est le fait que les exemples qu'on rencontre, notamment à l'époque rayonnante, eh bien, sont quasiment tous très, très prestigieux. Alors, Uzeste, par exemple, une collégiale qui a été construite pour le pape Clément V. Beauvais, la plus haute cathédrale de France. Ou encore la chapelle de la Vierge de Saint-Germain-des-Prés, aujourd'hui disparue, mais qui est attribuée généralement à Pierre de Montreuil, qui est le plus grand architecte du XIIIe siècle. Vous voyez qu'à travers ces éléments, il serait difficile de dire que le voûtement sexpartite est archaïque. Et je pourrais rajouter le Palais des Papes, les cathédrales de Forcalquier, Carpentras, celle de Saint-Claude dans le Jura, enfin bref. Ou Lyon, évidemment, qui arrive. Merci Yves. Ou évidemment la primatiale des Gaules, la cathédrale de Lyon. D'accord ? Alors, si ce type de voûtement est prestigieux, et donc ça replace ce trait caractéristique à Bourges dans un ensemble d'édifices de la plus haute extraction, si on peut dire, eh bien, c'est que ce trait a certainement du sens. Reste à savoir lequel. Eh bien, tout est certainement cas d'espèce. En tout cas, sachez que le Berry est une région qui est particulièrement pourvue en voûte sexpartite et qu'à plusieurs reprises en Berry, on a interprété ce type de couvrement comme la marque de l'avancée capétienne dans la région. C'était le cas, par exemple, dans l'étude qui a été réalisée de Saint-Sylvain de Levroux. Voyez les parties qui sont attribuées à l'époque Plantagenet et voyez, par exemple, celles qui sont datées de l'époque capétienne. Cette hypothèse avait été avancée également par les chercheurs de l'inventaire qui avaient fait une étude complète de la ville d'Aubigny-sur-Ner, où on trouve également une voûte sexpartite. Ils voyaient certainement l'adoption de ce type de voûtement comme un signe d'une marque capétienne exogène et en gros comme une marque quasiment héraldique. Alors, et c'est ainsi aussi qu'Yves Christ décrit un peu la cathédrale de Bourges au moment où elle est construite face à l'Angleterre. On pourrait, dans cet ordre d'idée, remarquer que les cathédrales qui sont, on peut dire, enfin les édifices, pas les cathédrales, qui sont les plus capétiens, si on peut dire, ou plus capétiens tumeurs, sont situés souvent en frontière du domaine capétien, comme s'ils étaient l'étendard dressé à la frontière. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, et contre l'idée peut-être d'une architecture diocésaine du XIIIe siècle vis-à-vis de cette caractéristique, eh bien, on peut remarquer que tous les exemples que je pourrais citer, voilà, par exemple Saint-Nazaire de Carcassonne, eh bien, ils sont toujours restés exogènes, c'est-à-dire qu'ils sont toujours restés étrangers dans la région dans laquelle ils ont été construits, ils n'ont pas été imités. Alors, il faudrait se demander pourquoi. Est-ce que, par exemple, simplement la couverture monumentale était déjà réalisée ? Ça pourrait être une simple hypothèse. Peut-être que simplement, c'était un moyen de démarcation. En tout cas, à mon avis, il faut éviter de faire une sorte d'iconographie simpliste de l'architecture qui viendrait à considérer que la voûte sexpartite est, par exemple, la marque royale. Parce qu'en Normandie, par exemple, il y a plein d'édifices. Je pense à Picoville, où, au moment qui est une terre prise par Saint-Louis, enfin possédée en propre par Saint-Louis, eh bien, les parties orientales anciennes sont construites en voûte sexpartite et les occidentales avec des piles capétiennes, si on peut dire, du moins parisiennes, mais avec des voûtes quadripartites.
Donc, ce qui est plus intéressant dans cette voûte sexpartite, et on pourrait dire la même chose pour les ordres dominicains, les couvents, les ordres mendiants de Clermont-Ferrand, c'est que, en fait, elle apparaît comme étrangère, donc comme autre, donc comme un moyen de distinction. Je me garderai bien de conclusions beaucoup plus ambitieuses que cela, pour la simple raison qu'il faudrait avoir fait une étude absolument exhaustive des conditions historiques de réalisation de chacun de ces monuments et du contexte dans lequel ils ont été créés. Mais en tout cas, j'espère que cette intervention vous aura convaincu que le voûtement sexpartite à l'époque classique, à l'époque rayonnante, n'est pas archaïque et qu'au contraire, il est doté d'un véritable prestige. Et à mon avis, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce choix à la cathédrale de Bourges. Pourquoi, et c'est juste une ouverture que je suggère, pourquoi cette théorie a pu être élaborée? Je pense j'ai mis en valeur le rôle de Viollet-le-Duc, je pense qu'en fait elle est plus ancienne. Et pour ça, ce serait une piste de recherche à creuser, mais il y a 2 édifices du Bordelais, où quasiment aucune voûte sexpartite, dans lesquels des supports alternants ont été coiffés de ce type de voûte. La première, à la Réole, c'est un chantier mauriste parfaitement attesté, et la deuxième, c'est Sainte-Croix de Bordeaux, où si les documents archivistiques ne permettent pas d'affirmer que les mauristes ont reconstruit les voûtes, en tout cas, l'étude qui en a été réalisée laisse penser que c'est très très probable. Et donc c'est, comme souvent peut-être, dans cette théorie de l'architecture qui semble bien ficelée, et encore un coup des mauristes. Je vous remercie.